Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous allons faire un large tour d'horizon des faits ayant marqué l'actualité politique de la semaine. Au milieu donc de ce numéro, nous allons encore évoquer le procès du maire de Dakar, son procès en appel qui a démarré il y a de cela maintenant plus d'une dizaine de jours, mais les choses s'enliser puisque jusque-là, alors on est toujours dans les débats de procédure. La cause, c'est tout simplement les avocats du maire de Dakar qui veulent quand même que la Cour tienne compte, en tout cas cette décision de la CEDEAO qui dit que le maire de Dakar était détenu de façon arbitraire pendant une certaine période. Alors c'est que la Cour semble ne pas vouloir introduire, en tout cas dans le débat de procédure pour l'instant, ce qui a provoqué donc la bouderie des avocats du maire de Dakar qui ont décidé tout simplement de vider la salle, et le maire lui également qui a décidé de ne plus parler, de ne plus participer à ce procès. Alors quelle issue, quel épilogue à ce procès que d'aucuns qualifient de procès politique. Nous allons aussi évoquer la pénurie d'eau à Dakar. Comme vous le savez, donc ça semble être l'actualité, pour ne pas dire le principal adversaire du président de la République Macky Sall en 2019, comme le disent certains, parce que tout simplement le problème de l'eau est devenu récurrent. D'ailleurs, le président l'a évoqué au Conseil des ministres le mercredi dernier en parlant donc d'un conseil présidentiel pour trouver la solution à cette question brûlante qui est donc la pénurie de l'eau. Pour évoquer ces questions, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux responsables politiques. L'un, c'est M. Serigne Thiam, il est enseignant à l'UCAD, il est aussi membre du Grand Parti, cadre du Grand Parti. M. Thiam, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, sur ce plateau, nous avons aussi le plaisir de recevoir M. Barre Diop, il est membre donc de la cellule des cadres de l'APR. M. Diop, bonsoir. Bonsoir. Alors, je commencerai par vous, M. Thiam, comme vous êtes un peu versé dans le droit. Alors, qu'est-ce qui vous inspire donc ce procès du maire de Dakar, ce procès en appel? Comment les choses se déroulent jusque-là? Merci Georges. Permettez-moi d'abord de saluer tous les téléspectateurs de la radio et télévision Walf Fadjri. Je salue au passage aussi mon vis-à-vis M. Diop. Je salue au passage le président Malick Gakou et tous les cadres du Grand Parti et tous ceux qui nous suivent pour l'intérêt de ce débat. Je vais immédiatement me prononcer sur votre question à propos du procès du maire Khalifa Ababacar Sall. Un procès en tout cas qui a tenu en haleine tout le monde, qui a débuté depuis très longtemps, et jusqu'aujourd'hui ça continue de poser un débat sur l'espace médiatique, autant que des débats dans les maisons, autant que des débats ailleurs que dans les espaces publics et politiques. Voilà. Mais il se trouve que c'est tout à fait normal vu les changements et vu tout ce qui se passe par rapport à ce procès. Tout au début, c'était un problème qui était interne au Sénégal par rapport à nos juges et par rapport à nos juridictions, parce que c'était le problème de la caisse d'avance, et à un moment donné, le maire Khalifa Ababacar Sall a été jugé coupable par rapport à un jugement, et pour 5 ans de prison. Pour 5 ans de prison. Donc il bénéficie des voies de recours, à savoir l'appel, et éventuellement s'il sera condamné, à savoir le recours au niveau de la Cour suprême. On n'en est pas encore là, mais cependant ce qui a alimenté ce procès, c'est avec l'arrêt de la CEDEAO. À un moment donné, les avocats ont saisi la CEDEAO qui a donné un avis favorable par rapport à leur requête. Il se trouve que sur la violation de certains droits du maire Khalifa Ababacar Sall, et que la CEDEAO a donné sa décision allant dans le sens de montrer qu'il y a bel et bien violation de ces droits, un procès qui n'est pas équitable, une détention illégale, arbitraire. Tout cela, la CEDEAO a pu soulever cela et a donné l'apanage, la plénitude aux juridictions sénégalaises de tirer les conséquences. Parce qu'au niveau de la Cour de la CEDEAO, il n'a pas cette possibilité de donner des ordres, de donner des injonctions au niveau de nos juridictions nationales pour leur demander d'une manière très claire, écrit en noir et blanc, libérer Khalifa Sall. Mais si on analyse la décision, c'est une manière de tirer les conséquences de la part de nos juges qui devront avoir cette responsabilité, ce courage d'interpréter les textes et de savoir qu'en réalité, une fois que cet arrêt de la CEDEAO est venu, un arrêt du droit communautaire, normalement le Sénégal devrait se plier par rapport à cela, parce que la procédure est entachée de vices, la procédure a été jugée illégale, et on ne peut pas en même temps nous faire comprendre que la procédure peut se dégager, en tout cas de l'aspect fond, c'est-à-dire forme et fond, d'autant plus que le droit c'est la forme et le fond. Donc tous ces quiproquos, toutes ces en tout cas situations devraient amener le juge sénégalais à tirer les conséquences et d'annuler toute la procédure et de faire libérer Khalifa Sall, quitte à ce qu'à recommencer tout, parce que l'État a la possibilité de le faire et de recommencer tout en respectant les décisions émanant de la CEDEAO. Et ça, c'était quelque chose qui devrait revaloriser l'image du Sénégal. Mais c'est malheureux quand on constate que des décisions de justice qui sortent, l'État du Sénégal qui suit
suit au gré ou malgré, tout dépend des positions ou bien des émotions du président de la République pour respecter ou ne pas respecter la décision de la CEDEAO. L'exemple que je donne, c'est avec la Gambie. Lorsque même le président de la Mauritanie avait essayé de dissuader le président Macky Sall, lui, il a brandi la décision de la CEDEAO, lui demandant, il n'a pas le choix. Forcément, il devrait aller en Gambie. Et aujourd'hui, avec encore l'arrêt de la CEDEAO, une décision émanant de la CEDEAO, le président Macky Sall se montre quelqu'un qui, en tout cas, qui ne respecte pas cela, qui donne une mauvaise image de notre pays par rapport à l'espace communautaire, où l'intégration est recherchée. Donc, dans ce cas de figure, moi, je pense que personne ne peut enlever, en tout cas, l'aspect fondamental de ce procès qui n'est rien qu'un procès qui vise à éliminer un adversaire de taille, et un procès qui est connu, dont le verdict est connu d'avance. Même le procureur Bassirou Gueye avait fait une sortie des conférences de presse montrant le ton. Déjà, une condamnation était là. Les quelques membres du gouvernement, pas tout le monde, par exemple, je nomme l'avocat, en tout cas, il trouve, comment ça s'appelle, sec, je pense. Lui, il est sorti pour donner des condamnations. Récemment, il y a Moustapha Cissé Lo, président de ce Parlement CEDEAO, qui dit que le Sénégal a l'obligation de respecter cette décision. Des membres de son propre parti qui sortent pour dire le contraire. Donc, on sait exactement que les dés sont déjà pipés et que le maire Khalifa Sall, lui, il va vers une condamnation qui est certaine. On n'a pas besoin de faire du droit pour le savoir. Voilà. Alors, M. Bara Diop, est-ce que tout cela n'est pas gênant au regard de ce qui se passe et ce que M. Thiam vient d'expliquer? D'abord, vous me permettrez moi aussi de me joindre à M. Thiam, que je salue également, et de vous remercier de nous donner cette opportunité de nous employer à cet exercice de démocratie. Bon, maintenant sur l'affaire, ce qui est appelé l'affaire Khalifa Sall, il a beaucoup focusé sur la question de la décision de la CEDEAO. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... il n'y a rien, comme on dit, RAS, rien à signaler. Parce que cette décision de la CEDEAO, en aucun lieu et en aucun moment, l'État n'a dit qu'il ne va pas respecter la décision de la CEDEAO. L'État, nous avons un État de droit. L'État est respectueux des traités et règlements qu'il a eu à signer, même les règlements internationaux et tout. Donc, il n'y a rien. En réalité, le problème qui se pose, c'est que les partisans de Khalifa Sall veulent faire écrire à la CEDEAO ce qu'elle n'a pas écrit. Parce que dans la décision de la CEDEAO, il n'est mentionné nulle part qu'il est ordonné la libération de Khalifa Sall. Au contraire, la Cour de la CEDEAO a débouté les requérants par rapport à cette demande. Donc, je pense que il s'accroche peut-être sur une décision qui attaque les procédures et une partie seulement des procédures. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème. La Cour de justice n'a jamais ordonné la cessation des poursuites, encore moins la libération de Khalifa Sall. Donc, vraiment, je pense que dans ce pays-là, il faudra qu'on respecte quand même l'indépendance de la justice. Nous avons des institutions qui existent. Ces institutions-là font leur travail. La question de fond, aujourd'hui, est complètement reléguée au second plan. La question de fond, c'est quoi? C'est nos deniers publics. Durant des décennies et des décennies, nos deniers publics sont complètement détournés au détriment des populations diminuées du Sénégal par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre dans un pays sahélien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est fort temps de faire face à tout ce qui se fait. Et je pense que la question fondamentale de fond qui se pose aujourd'hui, c'est que Khalifa Sall n'a jamais, en aucune fois, nié qu'il y avait des fausses factures, qu'il y avait également une caisse que Mbaye Touré, aujourd'hui même, a dit que cette caisse est illégale. Depuis 2003, on a abrogé tout ce qui est caisse d'avance au Sénégal. Tout ce qui est caisse d'avance au Sénégal. Et il l'a réaffirmé lors du procès, pas plus tard qu'hier. Donc, laissons la justice faire son travail. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème. La CEDEAO, les avocats de l'État ont donné une conférence de presse et
on dit que l'État va respecter la décision de la CEDEAO. Respecter comment? C'est-à-dire que, comme l'a dit tantôt M. Thiam, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être tirer les conséquences de cette décision-là de la CEDEAO. Il ne doit pas s'agir seulement de payer une amende de 35 millions et ne pas tirer quand même les conséquences de droit. Parce que les conséquences, en fait, quand le début est faussé, quand il y a un vice de procédure, forcément, ce vice-là peut impacter négativement sur la suite du procès. Mais là, au préalable, il y a une autre, lui, il est juriste, mais je crois qu'il y a une question préalable. Quelle est la valeur d'une décision communautaire par rapport à au droit interne? C'est ça aussi, c'est un autre débat. Moi, je pense que le rôle de la CEDEAO, c'est pas d'entrer dans les questions de fond. Et effectivement, et heureusement, elle n'est pas entrée dans les questions de fond. Elle a un rôle pédagogique, tout simplement. Elle a un rôle pédagogique. Et je pense que l'État va prendre acte de cette décision. D'accord, je reviendrai. Bon, vous allez répondre peut-être tout à l'heure à sa question. Mais moi, ce que je voudrais peut-être vous demander, M. Thiam, est-ce qu'aujourd'hui que les avocats du maire Dakar ont décidé donc de déserter la salle, lui-même aussi, le prévenu a décidé de ne plus répondre en tout cas aux interpellations, sinon de ne même plus se présenter. Alors, est-ce la bonne solution ou bien la bonne stratégie pour vous? Oui, ok Georges. Bon, avant de répondre par rapport à cette question, permettez-moi simplement de revenir sur quelques propos de mon vis-à-vis. C'est-à-dire que quand il commence pour dire qu'il y a RAS, il n'y a rien à signaler, moi je m'étonne. Parce que quand on dit qu'il n'y a rien à signaler, c'est comme si ça coule de source, tout est ok, tout est beau. Il s'agit d'une personne, il s'agit d'un être humain. Il ne s'agit pas de n'importe quel être humain. Il s'agit du maire Khalifa Sall, le maire de Dakar, qui est le premier magistrat de cette ville. Donc, lui qui a été détenu pendant très longtemps, lui qui a été privé de cette liberté, et lui-même qui a eu à avoir des commentaires de la part du président de la République, lorsqu'il disait à ses camarades de parti, j'espère que quelqu'un qui n'a pas cette liberté, qui est en prison, ne va pas vous gagner par rapport au référendum, oui ou non, et ainsi de suite, par rapport à tout cela, par rapport aux législatives même. Quelqu'un qui n'a pas sa liberté, quelqu'un qui est incarcéré ne peut pas gagner. Donc je pense qu'à un moment donné, on joue par rapport à la liberté des gens, on joue par rapport à l'aspect même humain des gens. Que faites-vous de l'égalité des citoyens? Le problème, ce n'est pas une question d'égalité des citoyens, c'est un principe que nous devons respecter, que l'État doit respecter, et c'est un principe sacro-saint. L'égalité des citoyens, les gens naissent et libres devant la loi, mais s'il vous plaît, permettez-moi de terminer. C'est un principe qui a été dégagé, mais sauf que c'est un principe qui est assorti de plus d'exceptions. Les citoyens sont égaux et pourtant il y a des immunités parlementaires, il y a des immunités diplomatiques, il y a des immunités familiales, il y a des immunités présidentielles. L'égalité a eu des exceptions. Donc le président, le maire Khalifa Sall a eu parmi ces exceptions son immunité parlementaire qui a été niée par rapport à par de certains membres de ce gouvernement et qui sont revenus les mêmes personnes pour dire oui par rapport à son immunité et on demande la levée de cette immunité. Donc voyez-vous ce jeu qui est là à ne pas respecter l'être humain en tant que tel par rapport à ses droits et par rapport à tout ce qui est ses convictions, ainsi de suite, humaines. Moi, je ne suis pas partisan de Khalifa Sall. Je suis du grand parti avec le président El Hadji Malick Gakou. Mais je pense que ce n'est pas la personne de Khalifa Sall qui nous impose. Ce qui est arrivé à Khalifa Sall pourrait être arrivé à quelqu'un d'autre, à savoir Malick Gakou ou quelqu'un Sonko, ou à savoir de l'APR. Moi, je pense qu'il nous faut respecter les textes. Donc, si on dit rien à signaler, c'est à croire que Khalifa Sall n'est rien d'autre que quelqu'un comme tout le monde qui est en prison, ainsi de suite, et qui est condamné d'avance alors qu'il bénéficie toujours de cette présomption d'innocence. N'oubliez pas que les voies de recours ne sont pas encore épuisées. Il n'a pas encore été condamné. Et jusque-là, on le considère que quelqu'un qui a fait des détournements de deniers publics. Là, juridiquement parlant, on ne peut pas l'établir parce que sa culpabilité n'est pas encore avérée. Donc, par rapport à... Même s'il a été condamné même s'il a été condamné en première instance, il bénéficie de l'appel. Et pourquoi pas, qu'allons-nous dire si les juges d'appel reviennent à annuler le jugement? Khalifa Sall va avoir donc raison sur l'État. L'État va se pouvoir en cassation. Donc, puisque ce n'est pas encore terminé, laissons-lui cette présomption d'innocence. Laissons-lui le temps d'avoir le principe du contradictoire, ainsi de suite, tout cela. Mais si on dit la procédure a été entachée, comment voulez-vous dire que la manière dont on vous a arrêté, la manière dont on vous a entendu auditionner, la manière dont on vous a mis en détention, cette manière-là a été illégale et que les juges sénégalais ne veulent pas tirer la conséquence directe, la conséquence juridique de l'arrêt de la CEDEAO? Oui, mais comme ils le disent, ils disent que la CEDEAO
CEDEAO n'a jamais dit que... La CEDEAO ne l'a jamais dit. Ça, je l'ai même répété à l'entame de mes propos. La CEDEAO ne peut pas dire à nos juges sénégalais libérer Khalifa Sall comme... Non. La CEDEAO soulève des questions, en tout cas auxquelles elle a été saisie, et a fait analyse de ces questions, a montré qu'il y a vice de procédure. Il appartient maintenant aux juges sénégalais de tirer les conséquences juridiques de cela. Et les conséquences juridiques ne sont rien d'autre que, puisque la procédure n'a pas été respectée, de libérer Khalifa Sall et de recommencer une procédure avec le respect qu'il faut. Ça, c'est possible. Khalifa Sall peut être libéré aujourd'hui, remis en prison et que les avocats puissent être en tout cas présents par rapport à son audition du début jusqu'à la fin de la procédure. C'est ce qu'on demande à l'État du Sénégal. Le juge CEDEAO ne peut pas le faire. Donc, même par rapport à la hiérarchisation, parce qu'il a dit tout à l'heure que, mais il faut savoir que les décisions communautaires s'imposent à l'aspect au niveau interne. L'article 15 du règlement, il faut l'interroger. De voir que, en réalité, s'il y a des décisions qui émanent d'une cour commune de justice, en tout cas à l'espace communautaire, cela va avoir un impact direct supranational. Donc là, on n'a pas besoin... Sinon, quel serait l'intérêt de l'intégration? Quel serait l'intérêt que les États se regroupent pour avoir une certaine harmonisation, une certaine uniformisation? Sinon, on vivrait en autarcie. Donc, dans ce cas de figure, moi, je pense qu'ils appartenaient à l'État du Sénégal, quand même, de respecter cette décision de la CEDEAO. Respecter cette décision ne signifie pas, oui, à lui et dire que, ok, c'est bon. Là, ce sont des violations, là, ce sont des dommages et intérêts. Ça n'a rien à voir avec l'aspect carrément fondamental de la procédure qui demande à être annulée et que l'annulation de la procédure signifie la libération de Khalifa Sall. Comment, moi, je n'arrive pas à comprendre les juristes du côté de la paix qui savent, mais politiquement parlant, ils ne veulent pas assumer, ils ne veulent pas dire la vérité. Comment quelqu'un peut avoir son immunité parlementaire, qui est député du peuple, qui a été choisi par le peuple, et on le maintient en prison? On ne respecte pas ses droits, on ne sait pas, c'est un père de famille, c'est quelqu'un qui a eu à rehausser l'image de Dakar, qui a travaillé et qu'il y a cette possibilité de libérer Khalifa Sall et de l'empêcher même de quitter le territoire, de le surveiller. Moi, je ne comprends pas, vous savez ce dossier, personne ne peut nier que c'est un adversaire de taille, un adversaire politique, qui a, à un moment donné, pris des décisions, on n'en a pas dans le sens du gouvernement, et on a fait ce qu'on a fait de la caisse d'avance, parlant des détournements, ainsi de suite. Moi, jusque-là, je me suis dit, il y a un jugement qui a condamné Khalifa Sall. Pour le moment, il y a des deniers publics que vous avez détournés, mais le reste, puisque c'est un dossier pendant en justice, laissons le temps en appel, laissons le temps en cassation pour voir. Mais maintenant, vu qu'entre-temps, la CEDEAO s'est prononcée, mais sur ce que la CEDEAO s'est prononcée, il faut prendre les conséquences juridiques. Et revenant sur votre question, je voulais juste ajouter. Après cette longue intervention, je n'ai pas senti nulle part où vous abordez les faits. Je ne suis pas ici pour aborder les faits. Nous ne sommes pas les juges. Nous ne sommes pas les juges. Nous ne sommes pas les juges. Nous ne sommes pas ceux qui sont censés entendre Khalifa Sall. Nous constatons, nous apprécions. Donc donnez au juge. Le juge le sait. Le juge, il a le dossier de fond en comble. Les faits nous mènent en arrière. On ne va pas revenir sur la caisse d'avance. On ne va pas revenir sur cette appellation, cette notion pour dire que c'est une caisse noire ou pas. Ça, c'est un débat qui est derrière nous. Ce qui est actuellement devant nous, ce sont les conséquences juridiques de l'arrêt de la CEDEAO, et ce qui est actuellement devant nous, c'est le comportement des avocats du maire Khalifa Ababacar Sall qui ont décidé de ne plus se prononcer. Justement, est-ce que ça c'est la bonne stratégie? Mais je pense qu'ils sont des avocats, ils savent ce qu'ils font. Peut-être que c'est leur stratégie. Moi, à un moment donné, je me suis dit, peut-être ils savent déjà que quoi qu'ils puissent dire, les carottes sont cuites. Parce qu'ils ont interpellé sur le débat de forme, sur la procédure, le juge Makani qui a refusé catégoriquement de se prononcer sur l'arrêt de la CEDEAO. Donc, ce qui est manifeste, c'est quoi? C'est qu'ils sont prêts à condamner Khalifa Sall. Donc, s'ils décident de ne plus se prononcer parce qu'ils ne veulent pas être complices de tout ce qui sera décidé. Ils vont laisser l'État le champ libre, ils vont laisser le juge Kandji le champ libre. Après, Khalifa Sall, qui n'a pas daigné répondre, mais qui a eu à faire une déclaration et prononcer sa candidature, maintenant, les choses vont aller très vite. Vous allez voir du côté de l'État, ils vont accélérer les choses. Parce que du moment que Khalifa Sall a posé sa candidature, si on ne le condamne pas par rapport à une peine qui ne va pas lui permettre d'être éligible, lui, sa candidature passera. Et si sa candidature passera, rien ne dit qu'il ne va pas poser problème par rapport à... Comme il a été, parce qu'il a été élu député pendant qu'il était en prison. Et en ce moment même, la légitimité et l'opportunité populaire devraient être faites de telle sorte que du moment où le Conseil constitutionnel commençait à lire les députés, le nom de Khalifa Ababacar Sall a été élu. En ce moment, rien ne justifiait sa détention. Autant même sur l'aspect interne même. Maintenant, si la CEDEAO vient encore nous dire
que ce que vous avez fait, c'est une détention illégale arbitraire et que l'État continue à jouer les sourds, mais ainsi de suite, pour le condamner. Mais condamnons 1000 fois Khalifa Sall. C'est comme du temps de Socrate. Vous pouvez me condamner, mais vous ne pouvez pas condamner mon esprit. Vous ne pouvez pas condamner mon esprit. Vous ne pouvez pas condamner mes réflexions. Non, je n'anticipe pas. Je n'anticipe pas. Mais il y a des choses qui sont tellement claires, on n'a pas besoin d'être spécialiste pour le savoir. Voilà. Maintenant, j'aimerais vraiment être surpris par nos juges qui doivent être très courageux et responsables de tirer les conséquences et de libérer Khalifa Sall. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous serez surpris que Khalifa Sall soit libéré à l'issue de ce procès en appel, malgré qu'il ait boycotté en tout cas la Cour et lui et ses avocats? Non, non, je ne serais pas surpris, tout comme je ne serais pas surpris si il est condamné. Pour les deux cas, je ne serais pas surpris. Pourquoi? Parce que c'est la justice qui a aujourd'hui la souveraineté de prendre une décision par rapport à tout ce qui s'est passé. Par rapport à tout ce qui s'est passé avec cette caisse dite d'avance, avec des pratiques avec lesquelles vraiment il faut rompre. Moi, je ne me positionne pas comme juriste, être dans des micmacs, des textes, etc., dans des procédures. Mais je me positionne comme citoyen sénégalais d'abord. Le citoyen sénégalais est spolié de ses ressources depuis l'indépendance. Il faut que cela s'arrête. Mais que faites-vous des acteurs de l'APR qui spolient le Sénégalais? Ça c'est votre... Ah oui? Vous n'avez pas de preuves dans ce que vous êtes. Comment ça? Il y a des rapports qui ont condamné, qui ont épinglé DG Kouchab American. Récemment, il y a Prodac de Mambénia. Il y a beaucoup de preuves. Si vous êtes dans ce plateau, vous me demandez si vous avez des preuves. Ce que vous êtes en train de dire... Parlons de ce cas-là. Je vous repose une question sur le cas Khalifa Sall. Démontrez les preuves. Démonstrations avérées et ont été reconnues par l'accusé lui-même au niveau du procès. Khalifa Sall a fait un aveu. Absolument. Un aveu, non, jamais. Mais et au contraire, il continue à dire je n'ai rien du tout détourné. Il continue à soutenir qu'il n'a rien du tout détourné. Même dans sa déclaration d'hier, il a soutenu qu'il n'a jamais rien détourné. Il a dit qu'il n'a pas utilisé l'argent pour le riz et le mil. C'est ça qu'il avait dit. Donc, les factures, c'était pour le riz et c'était pour le mil. Mais tout le monde sait que l'argent était distribué en voiture, en voilà. C'était ça. Ça, c'est vos propos. Vous avez parlé des Sénégalais, je vous ai interpellé sur des camarades de votre parti. Et là, vous dites que si je n'ai pas de preuves, je ne dois pas le dire. Ce que vous êtes en train de dire, vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez jamais vu les factures. C'est le procès. Est-ce que vous avez vu les factures entre nous? Vous avez vu les factures, les fausses factures dont vous parlez? Non, je n'ai pas vu de factures. Donc vous ne dites pas qu'il y a des factures. J'ai vu, je suis vu. Vous avez entendu simplement. Nous avons suivi le procès. Les comptes rendus des procès sont des documents juridiques. Les comptes rendus des procès sont des documents juridiques. Le procès donc on a suivi. Jusque-là, sa culpabilité n'est pas encore été actée. Absolument. Donc laissons-lui cette présomption de mais vous n'avez pas laissé, vous n'avez pas laissé, vous aussi en revanche, la justice faire son travail parce que vous avez déjà condamné Khalifa Sall. Non. Vous dites qu'on connaît déjà la décision. On ne connaît pas encore la décision. Mais vu le comportement et les agissements de tout ce qu'on voit au quotidien, nous savons pertinemment l'intérêt du gouvernement, ce n'est pas de libérer Khalifa Sall. Si c'était le cas, moi, ce que je voudrais vous dire, mais bon, nous sommes des Sénégalais. Nous ne souhaitons à personne la prison. Khalifa Sall est notre maire, je suis de Dakar. Mais quand même, moi, comme je vous l'ai dit, je ne me positionne pas comme dans des procédures. C'est cela qui nous a retardé durant 12 ans avec un juriste qui a été entouré par des juristes qui nous ont beaucoup retardé sur des questions de procédure, etc. Aujourd'hui, nous avons un président qui n'est pas dans ces théories-là, mais qui est irrespectueux des textes de droit. Brique sur brique. C'est un président irrespectueux des textes de droit. Qui ne respecte pas les décisions de justice. Ce que je suis en train de dire, ça n'a rien de gravité. Du moment qu'il y a des preuves par rapport à cela. Je vous donne l'exemple de la décision de la Cour suprême sur les questions des élèves et maîtres. Il y a condamné Serigne Mbaye Thiam. On l'a condamné, non? On l'a condamné qui avait l'obligation de respecter cette décision et de recaser ses élèves et maîtres. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, le président de la République l'a félicité au niveau du Parlement. Devant tout le monde, il le félicite au moment où la justice l'a condamné. Arrêtons-nous un peu sur ça. Donc moi je pense que quand on nous dit que c'est un président qui respecte des textes... Arrêtons-nous sur ça. Arrêtons-nous sur ça. Voilà pourquoi je disais, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je disais que... On ne joue pas. Ces gens-là nous ont beaucoup retardé sur des questions... Qui sont ces gens-là? Il dit ces gens-là. Qui sont ces gens-là?
Regardez des élèves qui trichent. Le niveau, aujourd'hui, le niveau... C'est grave, vous avez la mémoire des élèves. Mais écoutez, tout le monde savait. On a montré devant tous les Sénégalais, lors de ce concours, à l'issue de ce concours, une dictée où les gens étaient incapables même d'écrire une phrase sans 3 ou 4 fautes. Mais Monsieur, ces gens-là, vous ne pouvez pas être plus royaliste. Ces gens-là ont le réussi. juge de la Cour suprême a donné raison à ces élèves. on arrête. On arrête cette magouille, on arrête ces fraudes. Les gens... Il y a la décision de la Cour suprême, il y a l'arrêt de la CEDEAO, il n'est pas respectueux des textes. Ce que M. Thiam est en train de dire, il dit que c'est parce que le président n'est pas respectueux des textes. Qu'importe si les électrices ou pas, le juge suprême, il donne sa décision, le président de la devait se plier à sa décision. La règle de droit est générale, la règle de droit est obligatoire, impersonnelle et s'impose sur tout le monde, autant qu'on soit président de la République ou pas. À un moment donné, je pense qu'il faudra être respectueux des textes. Je suis désolé, mais notre président de la République, lui, il fait des déclarations. Personne ne peut faire plier l'arrêt de la CEDEAO et ainsi de suite. Si un président constate que le respect d'une décision peut avoir des conséquences néfastes. Quelles conséquences néfastes? Mais tout le monde savait que tous ces gens-là ne pouvaient pas enseigner, n'avaient pas le niveau. Mais attends, vous remettez en question la décision du juge suprême. C'est pas possible. Mais comment pouvez-vous ne pas respecter les décisions du justice? Et vous êtes sur le plateau pour valoriser de vous faire une phrase. Oui, mais ça... Mais attends, c'est grave quand même. Oui, mais attends, arrêtez de juger ces élèves. Donnez un autre bon exemple. Cherchez un autre bon exemple. Pas à l'aise par rapport à c'est pas un bon exemple, à mon avis. Donc le président de la République a bon droit de fouler aux pieds les décisions de la Cour suprême de la République. Ah oui, il est celui qui définit et conduit la politique de la nation. Et après, il est responsable du devenir de cette nation. Il doit être le premier. Il ne doit pas laisser périr la nation. Il ne doit pas laisser périr la nation. Mais quel périr la nation? Vous parlez de périr la nation. Mais vous savez combien d'enfants ont été sacrifiés par qui? L'incurie de certains dans l'administration de l'éducation nationale. Vous parlez de manière très longtemps, les gens, il faut dire le régime libéral. Fondamentalement, le régime précédent, dont le président Macky Sall était le premier ministre directeur de campagne président de l'Assemblée nationale. À quel moment? Qu'importe le moment. Depuis 2004, en tout cas, que Macky Sall est arrivé. Voilà. De toute façon, c'est depuis 2004 que Macky Sall est responsable et comptable de tout ce qu'a fait le régime. Le Sénégal a commencé en tout cas à voir ses chantiers sortir de terre. Le président partout. Ce sont les mêmes discours qu'on entend partout dans les différents plateaux. Et la réalité est là. Oui, mais pour revenir un peu sur véritablement le fond du débat, alors hier le président, donc le maire de Dakar a déclaré sa candidature à la présidence, même s'il a décidé de ne plus participer à ce procès-là pour ne pas, comme le dit M. Thiam, être complice de ce qu'il a appelé simulacre de conseil. Alors, est-ce que cela ne vous gêne pas, vous, au sein de l'APR, que vous entendiez partout, quand vous dites que vous voulez choisir vos adversaires à la présidentielle? Non, dites-le, parce qu'actuellement, la preuve, il s'est déclaré candidat. Il s'est déclaré candidat, il va déposer son dossier à la greffe du Conseil constitutionnel. Et voilà, et je pense que tous les Sénégalais, comme Thiam, comme Nesta, comme moi, nous tous, nous pouvons nous porter candidat. Mais il y a des critères, il y a un dossier à remplir. Voilà, s'il remplit tout ce dossier, il sera candidat. Le président de la République ne choisit pas ses candidats. Le président de la République présente aujourd'hui un bilan qui est qu'un président dans l'histoire du Sénégal n'a eu à pouvoir présenter à la veille d'élection. Donc il n'a pas vraiment ce problème-là. Ce choix de candidat, c'est une création de l'opposition qui est en débandade, qui veut créer toujours des débats sans objet. Des débats sans objet. Mais je pense qu'il s'est déjà déclaré candidature. Comme on le dit, time will tell, comme disait Bob Marley, on va attendre. On va attendre. Hein? Mais tout cela ne vous gêne-t-il pas, certains opposants qui ont des problèmes comme le cas de M. Karim Wade, dont l'inscription a été rejetée, le cas du maire Dakar qui est là aussi, qui a maille à partir avec la justice, sans parler maintenant du parrainage qui est aussi un autre filtre qui, en tout cas, risque un peu de créer des problèmes aux Sénégalais. Non, mais ça, au candidat. J'imagine que vous avez voté pour le parrainage. Hein? Vous avez vu le nombre de listes qu'il y avait là-bas. Et chaque liste, le contribuable que nous sommes a dépensé 250 millions. Vous vous rendez compte? Cela ne peut pas continuer. Dans tous les pays du monde, le Mali qui organise présentement des élections,
Ils ont combien de candidats un parrainage, et pourtant ils ont 25 candidats. Ah, voilà, et pourtant, malgré le parrainage, ils ont 25 candidats. Aujourd'hui, Pape Diop de Bokk Gis Gis dit dans une interview que s'il n'y aurait pas le parrainage, au Sénégal, on connaîtrait au minimum 50 candidats. Imaginez, 50 candidats. Mais je pense que on doit quand même soulager nos ressources publiques. Première chose. Deuxième chose, le filtre se fait partout. En France, c'est plus difficile. Il faut aller vers les élus. Nous tous, nous connaissons, il y a notre compatriote Ramayad qui n'a pas pu avoir toutes les signatures. Pourtant, elle est française. Donc, tous ceux qui donnent des arguments que bon, c'est une absence de démocratie, je pense qu'ils ne se réfèrent pas aux très grandes démocraties où le filtre est plus dur. Donc, je pense que ça, au contraire, ça permet une bonne expression démocratique parce que ça donne une lisibilité. Donc, le parrainage, vraiment, c'est du passé. Ça, c'est déjà réglé. Il n'y a pas de problème. C'est une opposition qui crée des débats, mais avec un petit recul. Et c'est ce recul-là que M. Pape Diop a fait aujourd'hui. Avec un petit recul, vous vous rendrez compte que c'est une très bonne décision. Vous vous rendrez compte que c'est une très bonne décision. Parce qu'avec une forêt de candidats, même Gakou ce serait pas une bonne chose pour Gakou. Parce qu'il y aura des gens qui vont biaiser sa candidature, parce que lui au moins il a une certaine visibilité. Je pense que vraiment, il faut qu'on aille vers l'intérêt du Sénégal, à mon avis. Et pour l'intérêt du Sénégal, c'est ce parrainage-là. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et une mauvaise chose, le parrainage? Non, en réalité, je ne dirais pas une mauvaise chose ou une bonne chose. Je sais que c'est un moyen de filtrer qui a été mis en place pour quoi qu'on puisse dire, il y aura certains qui se sont déclarés candidats et qui seront écartés par le biais du parrainage. C'est sûr. Et ça, c'est en quelque sorte quelque chose qui n'est pas vraiment un goût qui c'est un goût amer. En fait, ce sont les conditions, les critères qui sont mis en place. De telle sorte, on les hier, le maire Dakar s'est déclaré, en tout cas, il a déclaré sa candidature. Et on est en politique. Il a déclaré ça, il est libre de déclarer sa candidature et ensuite qu'il soit candidat. On aurait souhaité que tout le monde puisse être candidat. Pourquoi je le dis? Parce qu'à côté du parrainage, il y avait cette possibilité de bulletin unique aussi, qui allait nous arranger économiquement, qui allait nous ranger sur les imprimantes, sur les ainsi de suite. Moi, je pense que par rapport à ce parrainage, moi, je n'ai pas de souci par rapport à cela. Je sais que c'est un moyen de filtrage et ils vont bien filtrer. Maintenant, quand on dit que le président ne choisit pas ses candidats, non, le président en réalité ne va pas dire je choisis avec qui je vais en élection de cette manière. Mais il peut poser des actes allant dans le sens d'un choix exclusif et inclusif. Un choix exclusif dans le sens où on sait bel et bien que le cas Karim Wade est là. Moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a eu à diriger beaucoup de postes de responsabilité au Sénégal, quelqu'un qui est parti faire son inscription sur les listes et qui a brandi son récépissé, on vient lui dire que oui, il ne peut pas être dans les listes. Ok, on a soulevé l'article L31. Et si on lit vraiment l'article L31, Karim Wade est dedans. Il va être écarté, ça c'est sûr. Maintenant, je ne suis pas... Parce qu'il a été condamné. Parce qu'il a été condamné pour 5 ans. Donc l'article L31, vraiment de notre code électoral, écarte Karim Wade. Ça, je ne suis pas... étant juriste, ça ne me pose pas de problème. Mais le problème encore, sur le côté Khalifa Sall, sur ce parrainage, ok, le parrainage permettrait d'avoir 5 ou 6 ou maximum 7 candidats, ainsi de suite. Le président de la République avec son parti n'aura pas de problème. Je pense qu'à notre niveau, on n'aura pas de problème, mais on ne peut pas être égoïste à ce sens pour dire que nous n'allons pas avoir de problème, mais les autres, c'est pas grave s'ils seront écartés. Agibou Soumaré a déclaré ses candidatures, Pape Diop a déclaré Sonko sera candidat, puis ils seront candidats, ainsi de suite. Moi, je pense que si le président a un bilan vraiment positif, il peut bénéficier de la confiance populaire, de la confiance du peuple sénégalais, qui va lui donner un second mandat. Et nous, on va l'accompagner dans ce sens. Il sera notre président de la République. Il sera quelqu'un avec qui on acceptera d'être des républicains, on acceptera d'être des citoyens, et il aura son second mandat. Maintenant, parrainage ou pas, moi je pense que le plus important c'était de laisser les gens qui ont rempli certains critères pour être candidats et de les laisser avec les modalités d'application ainsi de suite. Les critères pour vous c'est quoi? Parce que les critères aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande aux gens qui veulent être candidats? Avoir 30 millions? Avoir 30 millions, ça c'est vraiment encore un filtrage, on l'a même rabaissé, c'était pas 30 millions. C'est un filtrage. Ouais, non, c'est 60 millions, ça passe à... Tout à c'est un filtrage censitaire. C'est-à-dire que quelqu'un
qui peut avoir même 55 000 signatures ou 60 000 signatures, qui a 35 ans, mais qui n'a pas 30 millions, ne peut pas être candidat. Donc c'est un moyen de filtration. Ça montre que donc il n'y a pas un souci, d'écarter les gens. Parce que s'il y avait vraiment les gens, est-ce que vous savez avec moi, il y a certains candidats qui n'auront pas le maximum de signatures recommandées? Oui, qui n'auront pas le maximum de signatures. Mais savez-vous que Tunkara, qui est des médias d'ailleurs, qui était des médias, a pu rassembler quelques 60 000 signatures. Mais Tunkara, sa candidature n'a pas été acceptée de 2STV. Il a eu combien de voix? Il n'a même pas eu. Il n'est pas député. Il a fait les élections. Mais sauf que oui, il a fait des élections, mais ce n'était pas une question de... Mais moi, je voudrais rebondir. Moi, je pense je voudrais rebondir juste on devait laisser aux Sénégalais, tous les Sénégalais qui veulent être candidats, d'être candidats. Et on n'aura jamais, comme il le dit, tous les Sénégalais. Mais on n'aura jamais 40. Que faites-vous quand il y aura 100 candidats? Que faites-vous? Non, ça, mais vous vous rendez compte c'est qu'on a des arguments vraiment des dernières législatives à l'hypertrophie, mais on n'aura pas 100 candidats, on n'aura pas. C'est possible. On a eu 12 candidats au maximum, je pense. Attention, c'est possible. Mais bon, il y a pas de souci, parce que c'est une loi qui est passée au Parlement. Le parrainage reste le parrainage, on ne peut pas changer cela. Il y a les modalités d'application. Moi, je voudrais juste rebondir sur le bulletin unique. Allez-y, oui. Le bulletin unique a été brandi aussi, crié par certains, mais je pense qu'il faut faire très attention. Actuellement au Bénin, il y a un débat très animé sur le bulletin unique. C'est ce qu'ils ont. Mais ils se sont rendus compte que quand il y a beaucoup de candidats, ça ne devient plus bulletin unique, ça devient cahier unique. Parce qu'avec 25 candidats déjà, les gens ont très peur. Toute la campagne de Ibeka au Mali est axée finalement sur la photo de Ibeka. Tellement, parce que nous sommes des populations... C'est de bonne guerre. Non, c'est pour vous montrer la subtilité. C'est très difficile. Donc les gens, ce qu'ils disent par rapport aux économies, le bulletin unique, il faut faire attention. Je pense que nous sommes dans un pays où le niveau d'instruction avance certes, mais connaît encore un retard. Donc il faut faire vraiment très attention. Maintenant, pour le cas de Karim Wade, franchement, ça me gêne que des Sénégalais bontins en parlent. Moi, je crois que lui, il est disqualifié pour cette élection, d'abord juridiquement et ensuite même sociologiquement. Il n'est pas au Sénégal. Comment ça, sociologiquement? Sociologiquement, il n'est pas. Mais c'est dangereux, M. Diop, ce que vous êtes en train de dire. Sociologiquement, il est Sénégalais comme vous et moi. Oui. Il a été ministre d'État. Il a été ministre d'État. Il a occupé beaucoup de fonctions. Par respect par rapport à son père qui a eu à diriger le président Abdoulaye Wade, d'autant qu'il était dans l'opposition. Il a eu sa carte d'identité en 2002. Non, je pense qu'importe la situation. Quand vous dites sociologiquement, et que aussi, moi je me demande, mais quel est l'organe compétent pour déclarer, pour recevoir ou ne pas recevoir des candidatures? Je ne vous reconnais plus, vous. Non, je vous pose la question. Non, ce n'est pas, il ne faut pas personnaliser. Vous approchez trop des libéraux. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. On a un débat démocratique. En politique au Sénégal. Non, ça n'a rien à voir. On parle de l'opposition en tant que telle. On parle politique. On ne fonctionne pas ça. Moi, je vous demande, je vous pose une question. Quel est l'organe habilité à recevoir ou à ne pas recevoir des candidatures? Ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Mais pour le moment, est-ce que le Conseil constitutionnel a écarté la candidature de Karim Wade? On attend. Mais laissons-le donc lui le temps. Mais en tout cas, il est quoi? Peine perdue, hein. Mais voyez-vous, votre position, c'est la position du président. Vous l'avez dit vous-même. J'ai dit, si on lit l'article L31, j'ai dit, si on lit, on voit que Karim, mais ce n'est pas à nous de le dire. Laissons-le faire son inscription. C'est pourquoi j'ai dit juridiquement et après. Juridiquement et sociologiquement. Parce que sociologiquement, j'y reviens. Parce que quelqu'un qui ne parle aucune langue de nos langues, qui ne parle aucune langue de nos langues, qui ne mange pas ce que nous mangeons, qui est à Doha. Non, ça c'est des débats futurs quoi. Déjà, qui ne mange pas ce qu'on mange, c'est très important. C'est pas important. Macky Sall, s'il a été élu, il a fait 13 000 km dans le territoire national. Il a mangé. Les Sénégalais regrettent vraiment Macky Sall. Si vous parlez de Macky Sall, les Sénégalais regrettent Macky Sall. C'est un président par défaut, qui parle des concours de circonstances, mais qui a eu à montrer ses preuves, ses limites. Il regrette Macky Sall. C'est limite. En quoi? C'est limite. Quelqu'un qui se dédie, il ne pas sa parole, quelqu'un irrespectueux des textes, quelqu'un qui dit l'opposition va parler de l'expression de ma voix. Vous parlez de textes, de paroles. Mais vous n'avez pas parlé de ces réalisations. Quelle réalisation? Mais ces réalisations. Mais il y a ce problème de l'eau.
le problème de l'eau. Oui, parlons donc. Justement, ça nous permet donc, la transition est toute trouvée donc pour parler donc de cette question, de cette pénurie d'eau au Sénégal qui fait d'ailleurs débat. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, M. Diop. Alors, le président, au cours du Conseil des ministres dernier, a évoqué la question, a vraiment incité le gouvernement à trouver rapidement des solutions. Est-ce que là, véritablement, l'APR n'est pas mal à l'aise dans ce débat? Absolument, nous sommes mal à l'aise. Parce que moi, je suis des Parcelles Assainies, nous vivons ces pénuries d'eau avec beaucoup de difficultés. L'eau est vitale. L'eau, vraiment, on ne peut pas... C'est ce côté-là, vous n'avez pas évoqué que vous avez échoué quand même. Ah non, 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 non. Loin s'en faut. Ceux qui ont échoué, c'est ceux qui n'ont fait aucune planification par rapport à l'eau. Par rapport vous voulez parler de qui? Mais des libéraux, des socialistes. Durant des décennies, depuis l'indépendance, il y a une démographie, il y a une croissance démographique de 2,5%. Donc les populations augmentent. Et c'est par rapport à ce croix démographique qu'on doit planifier sur le nombre d'écoles à construire, sur le nombre d'universités à construire. C'est pourquoi on a des problèmes avec les orientés dans des privés, etc. Parce que les gens ne planifient pas. Avec Wad, ils disent ils préfèrent faire des statuts, faire des fesmams, faire vraiment des choses futiles à coût de milliards et de milliards. Mais Macky Sall arriva. Mais il avait trouvé un pays exsangue, sans électricité. Il fallait lui donner le temps de régler le problème de l'électricité. Il l'a réglé. Il avait trouvé des problèmes d'inondation. Il fallait lui donner le temps de résoudre ces problèmes d'inondation. Il l'a presque réglé. Il fallait régler les problèmes de gouvernance. Il en a réglé beaucoup d'ailleurs. Le problème de l'eau se pose dans le même registre. Et aujourd'hui, les populations d'ailleurs, je salue la sérénité des populations. Ah oui. Parce que les populations comprennent. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de mètre de l'eau. Ils n'ont pas. C'est pour espérer l'opposition. Pourquoi il n'y a pas de mètre de l'eau? Parce que les populations comprennent. Non, arrêtez. Les populations comprennent. Monsieur Diop. Mais c'est normal ces manifestations. Des fois c'est orchestré par des toits tondus. Arrêtez quand même. Qui portent des flammes rouges. La population je vous dis, mais je vais terminer sur ça, Cham. Les populations ont compris que Macky Sall va régler ce problème. Avec Keur Momar Sarr 2 et 3, aujourd'hui, ils savent que les problèmes seront réglés. Mieux, il y a même l'usine de dessalement de mamelles. Ce que vous pensez, ce que vous considérez comme une compréhension ou bien une attitude responsable des populations? Ils ont pratiqué Macky Sall durant... C'est presque de la résignation peut-être? Ils ont pratiqué Macky Sall durant bientôt 7 ans. Donc, ils savent que par rapport à la diligence, par rapport au règlement des préoccupations des populations, lui au moins il les fait. Il fait ce qu'il dit. Donc c'est clair que les populations ont compris que le problème est un problème conjoncturel. C'est un problème conjoncturel. Et Macky Sall va apporter une solution structurelle, durable. Et c'est ça qui est mieux. Maintenant, il faut donner aussi, faire comprendre aussi que nous sommes dans un pays sahélien où le pays a été mal géré durant plus d'une décennie, a été mal géré durant plus d'une décennie. Il y avait énormément de choses à régler. Vous êtes le gouvernement quand même. Vous êtes le gouvernement. Arrêtez de nous parler de Maître Abdoulaye Wade et de son régime. Vous êtes là, c'est le peuple sénégalais vous a fait confiance. C'est à vous maintenant de planifier. C'est à vous maintenant de trouver les solutions. Et ces solutions qui sont des solutions à l'immédiat. Et quand je vous entends parler, vous dites Macky Sall va régler, Macky Sall va régler. Vous conjuguez qu'il a réglé. Il n'a pas le village de Bokidjor. De toute façon, le village de Bokidjor le village de Bokidjor n'avait pas d'eau. Il y avait quelques puits durant 70 ans. Durant 70 ans. Aujourd'hui, grâce au PUDC, l'eau coule à flot. Merci. Donc il faut aussi penser aux ruraux. Vous savez, il faut aussi penser aux tous des Sénégalais. Oui, allez-y, monsieur. Nous sommes tous des Sénégalais. Autant que nous faisons de la politique, autant que nous appartenons du camp du pouvoir ou de l'opposition, nous sommes des Sénégalais. Et quand un Sénégalais souffre, tous les Sénégalais devront souffrir. En tout cas, doivent souffrir. Vous avez parlé de Parcelles. La population de Parcelles a demandé de faire une marche demain. Et je pense que c'est à bon droit qu'on leur laisse de dire ce qui ne va pas, ce qui leur fait mal. Bien sûr. Donc, le problème de l'eau demeure. Il y a aussi les activistes du mouvement M23 qui ont décidé de marcher le 3 avril. Le 3 avril. Le 3 août. Le 3 août. Il y avait déjà des populations de Yoff. Moi, je pense que donc, si vous dites que les Sénégalais sont restés tranquilles dans leur coin, les Sénégalais ne sont pas confiants. Les Sénégalais, à un moment donné, ils ont cru que ce problème de l'eau n'allait pas, en tout cas,
n'allait pas venir jusqu'aujourd'hui. Ils ont pensé que jusqu'aujourd'hui, on n'allait pas avoir ce problème. Le président de la République, avec son gouvernement, ils ont donné des dates qui n'ont pas été respectées. Le 20 juillet. Le ministre en question de la question hydraulique, un bon citoyen devrait même démissionner par rapport à cela, parce que quand on vous donne un travail à faire, quand on vous donne une mission à faire et que vous avez failli par rapport à cette mission, on cherche quelqu'un d'autre. Je pense que personne n'est indispensable. À ce rythme-là, moi je pense qu'il ne faut pas prendre cette situation et rendre coupable le gouvernement sortant. C'est depuis 2012 le gouvernement sortant. On est en 2019 presque. Parce que, souvenez-vous, en 2013, je l'ai lu parce que c'était un article de quelqu'un qui s'appelle Mohamed Ly, c'est sur Mediapart. En 2013, qu'il a soulevé le problème de l'eau à Dakar. En 2013, le Mansour Faye s'est prononcé sur le problème de l'eau. Il a parlé des financements qui ont été, en tout cas, et je me rappelle même, Hélène Tine avait dit ça, c'est des pilotages à vue et du rafistolage simplement. Donc, pour dire quoi? Pour dire simplement que le problème de l'eau, moi, je ne vais pas être là pour dire, faire de la politique politicienne, pour dire oui, le problème de l'eau, comme si l'opposition peut régler ce problème et que le gouvernement ne peut pas régler ce problème. Si la solution devrait émaner même d'une quelconque, en tout cas, personne, de quelconque citoyen, on serait prenant parce que les gens souffrent. La population, regardez les gens qui se lèvent à 3h, 4h du matin pour attendre jusqu'à 5h du matin pour avoir 2 bouteilles. Les gens qui sont là avec la distribution, avec les citernes, qui se battent, qui font de la résistance avec les forces de l'ordre et ainsi de suite. Nous, on n'aimerait pas qu'il y ait des émeutes par rapport à l'eau. On ne le souhaite pas, nous sommes de l'opposition, mais on voudrait la tranquillité et un Sénégal vraiment paisible, un Sénégal où tout le monde... Monsieur Diop dit qu'il n'y a pas encore des émeutes de non, on ne le souhaite pas, mais si on continue dans ce sens, si on continue, on ne règle pas ce problème, il y aura des émeutes par rapport à cela. Ce qui est arrivé au président Abdoulaye Wade avec l'électricité, il ne le pensait pas pourtant. Il ne le pensait pas. À un moment donné, il pensait que oui, les Sénégalais de toute façon vont écouter les politiciens parler, vont écouter les discours, vont écouter les stratégies. À un moment donné, les Sénégalais en ont marre parce qu'on ne peut pas vivre sans électricité. Puis on ne peut pas vivre sans eau. Mais l'eau est vitale. On ne peut pas parler de PSE, on ne peut pas parler de croissance avec des chiffres vraiment à 7%, 8%, que ça soit 16%, et on n'arrive pas à avoir de l'eau à boire. Maintenant, les Sénégalais économisent quand ils devront aller faire leur toilette, quand ils devront boire, quand ils devront se laver. Les gens se tardent même, arrivent en retard dans leur bureau. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'eau avant de sortir. Et on nous donne des dates à n'en plus finir. Moi, je pense qu'il faudra que le président de la République, d'abord, un bon citoyen, c'est un citoyen d'abord, c'est un Sénégal d'abord, avant d'être président, il doit faire des excuses publiques. Il doit sortir et demander pardon à la population sénégalaise. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que, tout ce qu'on attendait sur certains points, il ne l'a pas non seulement réalisé, mais on continue à nous donner des chiffres, on continue à nous donner des dates, on continue à nous prendre comme des gens qui ne réfléchissent pas. Moi, je pense que s'ils n'ont pas la solution, ils n'ont qu'à dire nous n'avons pas la solution et faire un appel pour demander ceux qui ont la solution sont les bienvenus. Parce que le problème de l'eau ne va pas être réglé aujourd'hui, ne sera pas réglé demain. Et c'est ce problème de l'eau qui est pire adversaire. Vous savez, on ne peut pas condamner l'eau, on ne peut rien faire. Khalifa Sall, lui, Karim Wade, lui, les autres, lui. Mais s'ils ne règlent pas ce problème de l'eau, moi je pense que... C'est vrai, comme vous n'avez pas... Voilà, comme je le concède, parce que l'eau, vraiment, nous tous, nous avons des problèmes. Au Parcelles Assainies, nous avons pitié de nos bonnes dames qui vraiment... J'ai pitié aussi. Parce qu'ils n'ont tellement pas, elle n'a pas de programme. Peut-être les programmes de bébés, il va nous parler de cela, les bourses pour les bébés là avec Gakou. Mais bon, ce n'est pas l'objet du débat. Parce que vous n'avez pas, vous vous accrochez sur l'eau aujourd'hui. Mais ce qu'il ne faut pas faire. C'est une réalité, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas jeter le bébé justement avec l'eau du bain. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il n'est pas à l'aise par rapport à l'eau, parce qu'il n'y a pas de solution. L'État a donné des solutions. Quelles solutions? Mais ces solutions-là, des solutions stériles. Non, vous êtes des urbains. Vous êtes à Dakar. Mais le Sénégal ne s'arrête pas à Dakar. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a fait énormément d'efforts. Je vous citais tout à l'heure un village perdu dans la région de Louga. Le PUDC a pu réaliser 300 forages, pas moins de 300 châteaux d'eau. Je revenais sur le problème de l'eau, ce n'est pas l'objet du débat. Plus de 500 villages à avoir accès à l'eau potable du débat. Revenez sur l'eau. C'est l'eau, ça, c'est l'eau. Des populations qui n'avaient aucun point d'eau. Quand est-ce que vous allez fournir assez d'eau pour que ce problème s'estompe? Quand est-ce? Je vous ai parlé de Keur Momar Sarr,
Vous voyez à l'entrée depuis 2013. Vous voyez à l'entrée de Dakar. Depuis 2013, 466 vous voyez à l'entrée de Dakar les réalisations. Le ministre Mansour a évoqué 466 milliards, dont absolument. Le 265 les investissements. Est-ce qu'on peut, non, il y a une période conjoncturelle que nous vivons sans eau? Est-ce qu'on peut parler d'émergence quand il n'y a pas de l'eau? Non, on ne peut pas parler d'émergence sans eau. Ça, le président de la République l'a tellement compris qu'il a fait des investissements que tous les gouvernements précédents n'ont pas fait. Aujourd'hui, ce que nous vivons... Malgré tout... C'est son rôle, c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Je vais vous expliquer. Il doit en faire un sacerdoce. Je vais vous expliquer que ce que nous vivons présentement, c'est dramatique. C'est dramatique, mais c'est tout simplement la résultante d'une incurue de régimes qui se sont succédés et qui n'ont pas planifié. Non, c'est pas une fuite de responsabilité. Parce que quand on investit 400 milliards, l'État aujourd'hui va solutionner ce problème de manière très durable. Bon, je ne dis pas de manière définitive, mais de manière très durable. Le conseil présidentiel qu'évoque le président, c'est peut-être la solution à ce problème. Ben, espérons. Espérons simplement que parce que c'est dans son rôle, et c'est un rôle régalien, c'est le président de la République, c'est lui de la nation, c'est lui qui doit subvenir aux besoins de sa population. Donc s'il dit qu'il y a un conseil présidentiel sur l'eau, j'espère que ce ne sera pas un conseil, ils seront à l'aise aux alentours, des ministres, un président de la République, et ainsi de suite. Ils vont parler de chiffres, ils vont parler de projection, du pilotage à vue. J'espère que concrètement, à la sortie de ce conseil présidentiel, le problème de l'eau sera réglé immédiatement. C'est un souhait. Moi, je suis un opposant, mais je souhaite de la réussite au président de la République, parce que c'est notre président quand même. Si le président ne réussit pas, mais nous n'allons pas réussir. Voilà, merci, merci. Souhaitons donc que le conseil présidentiel sur l'eau puisse avoir la solution définitive, en tout cas à cette pénurie d'eau qui inquiète les populations, puisque comme vous le dites, on ne peut pas se développer, on ne peut pas émerger. En tout cas sans eau. Merci donc à mes invités. Je rappelle que vous avez eu le plaisir de recevoir ce plateau M. Bara Diop. Il est donc membre de la CCR, la Suite des cadres de la paix. Merci à M. Serine Thiam, il est membre donc des cadres du Grand Parti. Merci à l'équipe technique, Cheikh Tidiane Ndiaye et donc Issa Diagne. Merci à vous, chers téléspectateurs. Excellent programme, excellent suite des programmes avec le 8 TV. Merci.